Ses adversaires le redoutaient, ses collaborateurs l'encensaient. C'était un politicien fonceur. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Côté. Bonjour. Une des responsabilités que M. Bourassa vous avait confiées, vous me corrigerez, c'était le ministre responsable de la réforme électorale. C'est exact? Oui, oui. Vous étiez déjà critique dans l'opposition de ce dossier-là. Vous étiez prononcé contre la proportionnelle à cette époque-là. Vous aviez même eu des mots assez durs envers le directeur général des élections, M. Pierre-Yves Côté. Pour une réforme électorale, ça partait mal. Bien, en fait, il faut se resituer dans le contexte de 84, où historiquement, à différentes périodes, il y a toujours des gens qui reviennent et disent « ça prend au Québec une proportionnelle ». Donc, on se retrouve en 84 en commission parlementaire où M. Côté évoquait ses opinions favorables à une proportionnelle. J'étais un petit peu ulcéré parce que j'avais des documents à ce moment-là que la commission avait commandés qui ne recommandaient pas la proportionnelle. Alors, il y avait donc un discours qui était différent des documents de la commission. Je me suis donc servi de ces documents-là pour interpeller M. Côté. Et oui, je me rappelle qu'à ce moment-là, la commission s'était terminée assez abruptement et elle n'avait plus siégé. Donc, on ne peut pas à la fois dire des choses puis écrire d'autres choses. Mais au bout de la ligne, le travail que j'ai fait avec lui de 85 à aller à 89, la responsabilité a amené beaucoup de réformes et une collaboration assez intense et une très bonne chimie pour améliorer l'exercice du droit démocratique. 87 à 90, l'épisode Meach. Réforme constitutionnelle, acceptation en 87, rejet en 90. Comment vous avez vécu ça? J'étais dans une partie de hockey, si je ne m'abuse, canadien-nordique, où il y avait des négociations à Ottawa. Et j'étais avec Pierre Bibeau, puis le téléphone de Pierre Bibeau sonne. Et c'était quelqu'un qui accompagnait M. Bourassa qui lui faisait part que Meach, les revendications de Québec, étaient acceptées dans Meach. Alors, en 87. Ça a été un moment d'euphorie. Donc, notre premier ministre a réussi à faire reconnaître au reste du Canada un certain nombre d'éléments contenus dans le livre beige et qui allaient changer à tout jamais la face du Canada, puis une reconnaissance du Québec. Donc, c'était un moment assez extraordinaire. Évidemment, on avait hâte de passer à l'action pour que ça se concrétise. Alors, au fil du temps, Gilles Rémillard, qui était porte-parole et négociateur principal du gouvernement, on a senti qu'il y avait... Ça s'effritait dans certains endroits et en particulier, on a toujours tendance à dire que c'est au Manitoba avec Elijah Harper que ça s'est passé, mais la véritable embûche, elle est venue de Terre-Neuve, de Clyde Wells, sans jamais oublier le Nouveau-Brunswick qui a été le premier à émettre des réserves. Mais le véritable jeu s'est passé à Terre-Neuve. Et qui fait qu'au bout de la ligne, Meach a été rejeté. Un processus un peu compliqué et ça a jeté beaucoup de discrédit et d'incompréhension sur l'incompréhension canadienne vis-à-vis du Québec. Et je pense que autant ça a été un élément là, pour nous propulser en avant, autant le fait que en juin, quand M. Bourassa a fait devant l'Assemblée nationale
son discours, que c'était quelque chose d'assez solennel et assez clair. C'était un moment assez pénible à ce moment-là. Et c'est sûr que ça a créé beaucoup de perturbations dans le gouvernement, dans les relations fédérales provinciales et aussi dans l'aile parlementaire, dans le parti lui-même. Avec les mois qui se sont écoulés, il y a eu des propositions venant d'Ottawa, ce qu'on peut appeler les propositions de Charlottetown, toujours sur la réforme constitutionnelle. Ça, c'est en 92. Comment ça vous a été présenté? En fait, il y a aussi, là, qui est une étape assez importante, qui est le rapport à l'air. Donc, on se rappelle que, à la suite de Meach, de l'échec de Meach, M. Bourassa avait confié à Jean Allaire la responsabilité de revoir les principales revendications du Québec pour les camper dans un document là, qui allait être éventuellement adopté dans un congrès et orientation du parti. Mm-hmm. Et donc, ça a amené un certain nombre de péripéties et tout ça est arrivé lorsque M. Bourassa avait sa problématique santé, avait des traitements aux États-Unis. Et il y avait deux clans là, dans le Parti libéral. Il y avait le clan des nationalistes, mais pas séparatistes, là, on se comprend bien. Dont vous faisiez partie. Oui, dont je faisais partie. Puis il y avait des gens un peu plus pro-Canada, représentés par M. Ryan. Et c'est Jean-Claude Rivet qui avait la responsabilité, durant la maladie de M. Bourassa, de faire le lien entre les deux éléments, de telle sorte qu'il y ait un arrimage d'une position lors du Congrès. Et ce travail-là a été plus ou moins fait. Et évidemment, ça nous a amené à un Congrès assez tumultueux et à une crise là, qui a débordé et qui, par la suite, a amené Charlottetown. Alors, et Charlottetown, c'est 92, je crois. Oui. Alors, là, on entendait beaucoup parler que Joe Clark, à l'époque, s'activait beaucoup pour faire en sorte de régler le problème. M. Bourassa me dit, tu peux aller en vacances. Il dit, d'abord, à Charlottetown, ça se réglera pas. Hein? Alors, il dit, c'est l'affaire de Joe Clark, puis au bout de la ligne, ça se réglera pas. Donc, on part en vacances. Et par la suite, on est convoqué d'urgence parce que Charlottetown a progressé. C'est un Meach moins. Et à partir de ça, il faut que ça soit adopté par le parti qui a amené là, finalement tout le clivage, rapport à l'air, Charlottetown, Mario Dumont, les jeunes. Donc, il a fallu organiser rapidement un conseil général élargi à Québec. Et c'est là que les jeunes, en particulier Mario Dumont, ont quitté avec Jean Allaire le parti. C'était une période assez pénible qui nous a amenés par la suite au référendum, à la tenue du référendum de Charlottetown, qu'on a fait, mais au bout de la ligne, qu'on savait tous que nous allions le perdre. En 91, il y a eu la crise autochtone d'Oka. Vous étiez à l'intérieur du gouvernement. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous en retenez? C'est une période pénible d'incompréhension et d'impuissance. D'impuissance devant une situation comme celle-là, pas capable de la dénouer et avec des revendications finalement qui n'étaient pas partagées par l'ensemble des Québécois. À ce moment-là, si on avait écouté l'ensemble des Québécois, fait venir l'armée, puis tout balayer, puis à partir de ça, ça aurait été réglé. Mais c'était pas dans la philosophie de M. Bourassa. M. Bourassa, c'était quelqu'un de très généreux, préoccupé par les petits et par les droits des minorités, mais sans se faire abuser. Alors, pour lui, l'expérience de l'entente sur l'abbé James a été écrite. C'était donc une démonstration qu'il était possible de s'entendre avec... il faut se rappeler que celui qui était le principal négociateur du gouvernement à la baie James, pour l'entente avec les Cris, c'est le même individu, John Tchatcha, qui était ministre à ce moment-là et qui tentait de négocier une entente avec une communauté autochtone qui était un peu plus radicale à ce moment-là. Mais il est sûr que lorsqu'on rencontrait des citoyens ordinaires,
qu'on n'avait pas une très bonne cote sur notre incapacité de régler ce dossier-là. En 1993, vous êtes prononcé en faveur de la légalisation de l'euthanasie et de la prostitution. Qu'est-ce qui vous motivait dans chacun des deux cas? Lorsque j'ai fait la réforme de la santé en 90, j'ai eu l'opportunité de visiter la Hollande, si on parle d'euthanasie. J'ai donc été en contact avec la réalité là-bas. Donc, c'est une religion qui est un petit peu plus exigeante que la nôtre encore, dans ces milieux-là, qui est du calvinisme. Et en discutant avec les gens sur les problèmes du vieillissement de la population, eux avaient en partie réglé leurs problèmes par une permission de pratiquer l'euthanasie auprès d'individus qui, lucides, avaient décidé, dans leur lucidité, que si telle situation se présentait, qu'ils souhaitaient aucun acharnement thérapeutique et de pouvoir pratiquer l'euthanasie. Et ils ont réglé le problème parce qu'un médecin l'a fait et il a été traîné devant les tribunaux. Et il a été condamné à 1 journée de prison, tout simplement parce qu'il aurait dû consulter un autre collègue. Donc, la jurisprudence en Hollande est devenue du fait que 2 médecins se prononcent sur le phénomène irréversible de la maladie de quelqu'un et que cette personne-là, du temps où elle était sain d'esprit, a consenti et légalisé, signé dans les documents, ça permettait de faire l'euthanasie. Je trouvais que c'était approprié à notre situation ici et de permettre de le faire. Ça, c'est pour l'euthanasie. Prostitution, il est évident que se dire qu'il n'y a pas de prostitution, c'est se mettre un bandeau sur les yeux devant une réalité qui crève les yeux. Qui dit prostitution dans des conditions qui font que la santé, tant des femmes que des hommes, est mise en danger. Et par conséquent, la responsabilité, c'est de s'assurer que dans la mesure où il y a prostitution, que ça se fasse dans des lieux et des endroits propres, bien balisés, de telle sorte que la société n'ait pas demain matin à payer pour des gestes irresponsables dans des conditions insalubres. L'idée, c'était de dire, bon, c'est sûr que ça ne nous plaît pas toujours, mais au bout de la ligne, le moindre mal était celui-là. C'est pour ça que cette orientation-là avait été prise à ce moment-là. En 1993, toujours, sur le plan politique, vous avez appuyé Jean Chrétien aux élections fédérales. Après l'avoir vraiment critiqué très fort en 1990 lors de l'épisode de Beach, qui avait changé, M. Chrétien ou vous? Je dirais critiquer, c'est peu dire, c'est varloper. En fait, j'en ai toujours voulu à Jean Chrétien pour le rôle qu'il a joué dans Beach. Si Jean Chrétien avait été un acteur positif dans le cas de Meach serait passé à travers, compte tenu des liens d'amitié Chrétien-Trudeau-Clyde-Wells. Meach, je l'ai toujours eu accroché à la gorge. De telle sorte que j'étais un libéral fédéral, et quand il s'est présenté au leadership, j'ai appuyé Sheila Copps. Je n'ai pas appuyé Jean Chrétien. Alors, c'était un moyen pour moi, même si j'avais été bien sollicité, là, y compris de Paul Martin. Donc, à partir de ça, pour moi, il y avait un premier retour de l'ascenseur, mais il est devenu chef du Parti libéral fédéral. Et il y a une chose qui a changé, qui a fait que j'ai appuyé Jean Chrétien. Monsieur Chrétien, étant devenu chef du Parti libéral du Canada, a sollicité un individu pour devenir son chef de cabinet, qui, à ce moment-là, faisait un mandat que je lui avais confié comme ministre de la Santé, une commission sur les aînés, avec un rapport sur les aînés. Il s'appelle Jean Pelletier. Et Jean Pelletier m'a demandé un rendez-vous, il est venu me voir au ministère. Il m'a dit, écoute, Marc-Yvan, Jean Chrétien vient de m'appeler, puis il souhaite que je devienne son chef de cabinet
Il dit, je ne veux pas te laisser tomber parce que mon rapport n'est pas terminé. Il est très avancé, mais il n'est pas terminé. Ma réponse a été la suivante. Toi, tu as travaillé avec Maurice Duplessis. Donc, un nationaliste. Que tu ailles chef de cabinet de Jean Chrétien ne peut que faire avancer la cause des intérêts du Québec. Et on va s'occuper du rapport et tu devrais accepter d'aller travailler avec Jean Chrétien. Donc, à partir du moment où tu dis ça à une de tes connaissances et qui se retrouve chef de cabinet et qui se présente en 1993 comme candidat à Québec, tu as d'autres choix que d'oublier tes désaccords puis de trouver que tes accords ont pas mal plus de vertu que tes désaccords. C'est exactement ce qui est arrivé. Durant la période 90-93, grosso modo, M. Bourassa lutte contre le cancer jusqu'à sa démission. Vous êtes très, très proches l'un de l'autre. Comment vous avez réussi à vous ajuster avec ces moments-là? En fait, on a été un peu beaucoup orphelins pendant une période. Hein? Puis tout le monde comprenait que la bataille qu'il livrait au cancer et avec les traitements aux États-Unis et un peu partout, que c'était pas la même disponibilité puis c'était pas la même présence non plus. Donc, Lise Bacon assumait un intérim digne de mention et dont la fidélité à M. Bourassa ne pouvait pas être remise en doute d'aucune manière. Absolument. Avec Gérard D, M. Ryan, donc au bout de la ligne, je pense que les choses de l'État se menaient relativement bien, mais il nous manquait de quelqu'un là, qui, avec sa vaste expérience. Ce qui était fantastique de M. Bourassa, il était assis dans son fauteuil du Conseil des ministres, présent, toujours, écoutait, laissait aller des discussions. Et puis, à un moment X, après tant de discussions, il disait, si je comprends bien, le consensus est le suivant. Des fois, ça n'avait rien à voir avec ce qui avait été discuté. Mais pas personne ne contestait parce que son expérience, son bagage, son réseau d'informateurs, lui disait que c'était la bonne décision, puis c'est là que ça devait aller. M. Bourassa démissionne, il s'en... très rapidement, M. Johnson annonce sa candidature pour lui succéder. Est-ce que vous étiez l'un de ceux qui l'appuyaient? Non. Non. Daniel Johnson avait des qualités de gestionnaire, un gars d'économie. On n'en point douté, là. Mais pour moi, il manquait une chose essentielle, le charisme. Qui est important en politique. Qui est très important en politique et qui fait que, vraiment, il faut toujours situer ça dans le contexte d'un troisième mandat. Et donc, pour moi, ça, c'était l'élément qui faisait en sorte que je n'appuierais pas Daniel au leadership et qu'on a cherché quelqu'un d'autre, qu'on a rencontré plusieurs personnes. Puis au bout de la ligne, Daniel s'est retrouvé tout seul et, contre toute attente, à l'élection de septembre 1994, il a fait une très bonne performance. Très, très bonne performance. Et dans les circonstances, c'est un résultat très, très honorable. Et vous, personnellement, vous avez démissionné avec Mme Bacon, si mon souvenir est exact, la veille de la sermentation de M. Johnson. Oui. Est-ce qu'il y avait un lien ou si votre décision était prise pour d'autres raisons? Bon, il était évident là, que moi, je ne me représenterais pas dans une élection générale, puis qu'il fallait trouver un moment X pour sortir sans pour autant provoquer une élection partielle. Qui implique des coûts, il fallait être responsable. Alors, il était évident que dans la mesure où Daniel prenait le pouvoir le 11 janvier 1994, que la veille, il était une belle opportunité pour dire, tu vas refaire un conseil des ministres, donc tu n'auras pas à décider si tu nous inclus ou ne nous inclus pas. Hein. Je suis convaincu que si j'avais décidé de l'appuyer, j'aurais été dans le conseil, mais ce n'était pas mon objectif. Là. Moi,
j'étais au bout de... J'étais au bout, même si j'avais été sollicité pour être candidat au leadership. Je considérais qu'au Québec, un leader du Québec doit être bilingue, ce que je n'étais pas. Alors, ça avait réglé le problème, d'autant plus que sur le plan physique, j'étais épuisé puis j'allais faire autre chose. Vous aviez quand même laissé la porte ouverte à un éventuel retour en politique active. Avez-vous gardé cet objectif-là longtemps? Pendant un certain temps. Disons que à chaque élection municipale à Québec, j'étais largement sollicité pour aller à la mairie à Québec. Pour le fédéral, il n'y en a jamais été question parce que c'est un milieu qui probablement... Lorsqu'on est nationaliste et qu'on se retrouve à Ottawa, le plus grand danger qui vous guette, c'est qu'il vous rend indépendantiste. Alors, c'est une barrière que je ne voulais pas franchir. Vous connaissant, je n'ai aucun doute. Disons que je me suis frotté à l'occasion avec le fédéral et tant aussi longtemps qu'au fédéral, le pouvoir des fonctionnaires centralisateurs sera ce qu'il est. Le Québec aura toujours de la difficulté s'il n'y a pas un leader politique qui décide lui-même d'imposer à sa machine un certain nombre de changements. Et c'est toujours à partir de batailles rangées, bien coordonnées au Québec qu'on réussit à aller chercher des choses au fédéral. Vous avez quitté la politique active, mais votre talent, enfin, votre désir de faire de l'organisation continuait. Au référendum puis aux élections subséquentes, vous avez eu quel rôle? Oui, j'ai continué. Donc, au référendum de 94, 15, faire un certain accompagnement dans différents comtés sur le plan d'organisation sans avoir un rôle spécifique. Plus disponible pour tenter d'aller régler quelques problèmes à gauche et à droite. De la même manière à l'élection de 98 et dans les élections qui ont suivi. Mais plus distant aujourd'hui, mais toujours aussi passionné d'une bonne organisation et des résultats. Est-ce que vous avez participé à de l'organisation au niveau fédéral pour les libéraux? Oui. D'ailleurs, à la demande d'André Ouellette et de Jean Pelletier. Après l'élection de 93, qui a été un désastre au niveau du Québec, il souhaitait repartir une organisation dans l'Est du Québec, ce que j'ai accepté de faire, avec beaucoup de difficultés. C'est pas clair, là, ce que vous expliquez. Ah, voilà. Oui. Et au fédéral, donc, historiquement, il y a un certain nombre d'individus qui contrôlent. Alors, si vous n'êtes pas dans cette gang-là, vous allez avoir beaucoup de difficultés. Sans pour autant que ces individus-là aient fait des démonstrations quant à leur capacité d'organisation. Donc, à partir de ça, ces gens-là qui sont en haut, à Ottawa, là, puis étaient habitués à ne pas faire grand-chose sur le terrain, puis à penser que juste parce que tu te présentes à quelque part, puis que tu es libéral, tu vas gagner. Là. Donc, le choc a été très rude en 1993. C'est pour ça qu'on a souhaité que je fasse de l'organisation. J'en ai fait 97 et 2000, et progression 97, progression 2000. Et par la suite, je suis disparu du décor. Vous n'aviez fait au provincial aussi, en 98? Aussi, oui. En 2005, Commission Gomery sur le programme des commandites, vous êtes convoqué parce que vous aviez reçu une somme d'argent, je crois que, je ne me souviens pas vraiment du montant, je crois que c'est... 120 000 120 000 de Marcel Béliveau pour l'organisation... Michel Béliveau pour l'organisation libérale. Bon, ça vous a affecté beaucoup comme militant? Ah, définitivement. C'est pas une belle période. C'est pas un beau moment sur le plan politique, mais en politique, il faut prendre les bons puis les mauvais côtés. Alors, et à l'occasion, on peut avoir des erreurs de jugement aussi. C'est pas... un humain, c'est un humain, là. Et évidemment, ce que j'ai trouvé pénible dans cette situation-là, je n'ai personnellement strictement rien à voir avec ceux et celles qui ont profité d'un système de manière honteuse au niveau des commandites,
Alors que moi, j'avais pris des engagements vis-à-vis des candidats dans différents comtés pour que ces gens-là ne se retrouvent pas au lendemain d'une élection avec des dettes. Engagement supporté par Michel Béliveau. Et à partir de ce moment-là, lorsqu'il s'est agi de régler la facture, le seul moyen que le parti avait trouvé, c'est cette enveloppe de 120 000 qui a servi à des dépenses de candidats ou à des journées électorales, qui étaient des dépenses admissibles à ce moment-là, dans la mesure où ils sont déclarés par chacun des candidats ou des organisations. Donc, j'ai été blâmé pour ça, et en faisant un lien avec les commandites, alors qu'en réalité, je n'ai jamais demandé une commandite, et que d'aucune manière, ni de près ni de loin, je n'ai été et ne voulais être associé aux gens qui en ont mis plein leur poche et qui, je l'espère, paieront pour ce qu'ils ont fait. Ça, c'est un mauvais souvenir, mais quel bon souvenir vous gardez de la politique? C'est un métier extraordinaire. C'est un métier extraordinaire qui a été pour moi, j'en ai rêvé, j'en ai fait, à recommencer, j'en referai. Il y a certainement des erreurs que je ne referai pas. Il y a des bons coups que j'ai faits que je referai. Et c'est une école extraordinaire. C'est une très, très belle leçon de contact humain, de prise de conscience de la misère, de prise de conscience du pouvoir, d'exercice du pouvoir, et finalement de pouvoir réaliser des choses. Et aujourd'hui, si on ferme la parenthèse de ma carrière politique, lorsqu'on sort de la politique, on n'est pas pleinement conscient de ce qu'on a pu faire. On est davantage heurté par des critiques que par les réalisations. Mais lorsqu'on a l'occasion de faire un exercice comme on fait aujourd'hui et de refaire le tour du clipping de presse que ta famille a pu préparer, parce que moi, ça a été mon cas. Alors, ma sœur, Jovette, m'a préparé pendant toute ma carrière politique tous les articles qui ont pu être écrits sur moi, et que tu fais le tour de tout ça. Ouais. Mon homme, tu as raison d'être fier de ce que tu as fait, dans les mauvais comme dans les bons coups. Alors, c'est un humain. Qu'est-ce qui vous a donné plus de fierté comme réalisation, autant comme ministre que comme député? Réforme de la santé, ça c'est sûr. On n'en a pas parlé, mais les sommets régionaux qui ont été tenus dans chacune des régions du Québec ont été une occasion de communion avec les régions du Québec, peu importe leur couleur politique, assez exceptionnelle en termes de connaissance de chacun des dossiers, de chacune des régions du Québec. Et encore aujourd'hui, lorsque je me déplace pour aller faire un voyage de pêche ou rencontrer des gens, elles me disent toujours, te rappelles-tu le 25 de novembre 1989 à Rivière-du-Loup, te rappelles-tu le 18 de février à Mirabel, te rappelles-tu à Amos en Abitibi, tel dossier, ainsi de suite. Ça, c'est une belle marque de reconnaissance. Et je vous dirais que le plaisir que j'ai aujourd'hui à circuler un peu partout à travers le Québec, c'est de voir des gens qui ne te fuient pas. Des gens qui courent après toi pour te saluer et pour rappeler un épisode d'organisation, un épisode d'un dossier, et ainsi de suite. Et c'est ça que ça donne, la politique. Alors évidemment, j'espère que ça incitera des gens à se présenter, parce que critiquer, c'est une chose. Aller en politique pour faire des choses, c'est une autre affaire. Et la politique, c'est exactement comme le monde ordinaire. Tu crées des envieux, des jaloux, et ainsi de suite. Tu te crées des amis, mais le bilan global, c'est très, très positif. Merci beaucoup, M. Gauthier. Plaisir.